Ah, Les Trois Mousquetaires, le titre, tout le monde le connaît, c'est sûr. Mais l'histoire qui se cache derrière, c'est bien plus qu'une simple aventure de cap et d'épée. C'est un vrai tourbillon de complots, de secrets, de trahisons. Aujourd'hui, on plonge dedans, on va décortiquer tout ça du début à la fin pour voir ce qui s'y cache vraiment. Allez, on y va. Imaginez un peu. On est à Paris, en 1625. La ville, c'est le cœur bouillonnant d'un royaume, disons, assez instable. C'est une époque où, pour une parole de travers, on sort l'épée. Et dans les couloirs du Louvre, les complots se murmurent, des complots qui pourraient faire tomber la couronne. C'est là, dans cette atmosphère électrique et franchement dangereuse, que tout commence. Et qui débarque au milieu de tout ça? Un jeune homme qui a le feu au sang, un provincial plein d'ambition qui arrive tout droit de sa Gascogne, D'Artagnan. Alors là, imaginez le tableau. D'Artagnan arrive au quartier général de Monsieur de Tréville. Et c'est le choc. C'est un chaos total. Ça se bat à l'épée pour le plaisir, ça raconte des histoires d'amour à dormir debout, et le pire, c'est qu'on se moque, mais alors ouvertement, de l'homme le plus puissant du royaume, le cardinal de Richelieu. D'Artagnan pige tout de suite. Ici, le courage, ça ne suffit pas. Non, il faut être complètement fou. Il faut une audace incroyable pour s'en sortir. Et de l'audace, à ça il en a. Il se lance dans un duel mémorable, il tient tête tout seul aux gardes du cardinal. Forcément, ça fait du bruit. Il se retrouve devant le roi, Louis XIII, qui lâche cette phrase. C'est ça qui change tout. À ce moment précis, il n'est plus juste un jeune qui débarque de sa Provence. Non, il est vu comme une force de la nature. Un futur mousquetaire, c'est clair. Mais l'arrivée de D'Artagnan, ce n'est que le début. En fait, il débarque pile au moment où une crise bien plus grave est sur le point d'éclater. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. On parle d'un complot qui vise directement la couronne de France. Et au cœur de cette affaire, il y a quoi? Un objet. Des ferrets en diamant. Ça a l'air de rien comme ça, mais attention, ce ne sont pas de simples bijoux. C'est un cadeau du roi à la reine Anne d'Autriche. Sauf que, elle les a donnés à son amant, le duc de Buckingham, qui n'est autre que le Premier ministre anglais. Imaginez si le roi s'en rend compte. Ce n'est pas juste un scandale, c'est la disgrâce assurée pour la reine, et ça pourrait même déclencher une guerre. On a donc une partie d'échec politique et mortelle. La reine Anne, elle, joue sa peau, littéralement. Buckingham, aveuglé par l'amour, est prêt à tout, même à déclencher une guerre juste pour la revoir. Et qui tire les ficelles au milieu? Le cardinal Richelieu, bien sûr. Pour lui, c'est l'occasion en or de ruiner la reine et de renforcer son propre pouvoir. Chacun pousse ses pions et la partie est lancée. Évidemment, pour un plan pareil, Richelieu ne peut pas agir seul. Il lui faut un agent, quelqu'un d'aussi redoutable et sans scrupules que lui. Et il va faire appel à une femme dont le simple nom suffit à glacer le sang, Milady de Winter. Et voilà le plan du cardinal que notre ami Athos surprend par hasard. C'est simple, mais diabolique. Il envoie Milady à Londres avec un message pour Buckingham. Le message est clair. Si tu tentes quoi que ce soit pour aider les protestants de La Rochelle, je balance tout au roi sur ta liaison avec la reine. C'est du chantage, pur et simple. L'honneur de la reine devient une arme politique. Et là, on voit se dessiner les deux adversaires principaux. D'Artagnan d'un côté, Milady de l'autre. C'est comme le jour et la nuit. Lui, il agit au grand jour, avec son épée. Elle manœuvre dans l'ombre, avec le poison et la tromperie. Lui se bat pour l'honneur. Elle est rongée par la vengeance. Leur duel, ce sera bien plus qu'un combat physique. C'est l'affrontement de deux mondes. Alors, pour faire échouer ce plan, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument récupérer ces ferrets à Londres. D'Artagnan et les Trois Mousquetaires partent donc en mission. C'est le début d'une véritable course contre la montre. Mais Richelieu n'est pas un amateur, il a tout anticipé. Le voyage vire au cauchemar. C'est un véritable parcours du combattant. À chaque ville, un piège. À Chantilly, Porthos est provoqué en duel et doit rester. À Beauvais, Aramis se prend une balle. Impossible de continuer. À Amiens, c'est au tour d'Athos, piégé par une fausse accusation de crime. Un par un, il tombe. Et D'Artagnan se retrouve seul pour finir le chemin. C'est tout ce qu'il reste. Un seul homme arrive à traverser la Manche. Des 4 amis partis ensemble, seul D'Artagnan, le plus jeune, celui qui a le moins d'expérience, arrive à Londres. D'un coup, tout le destin du royaume de France repose sur lui. La pression est énorme. Bon, D'Artagnan réussit sa mission. Il sauve la reine. On pourrait croire que c'est fini. Mais pas du tout. Milady est folle de rage. Et pour se venger, elle frappe là où ça fait mal. Elle empoisonne la femme que D'Artagnan aime. À partir de là, ce n'est plus une affaire d'État. Ça devient personnel. Ça devient une vendetta. La confrontation finale avec Milady est glaçante. C'est Athos qui mène la danse et qui prononce la sentence. Et c'est là qu'on découvre la vérité. Il la connaît très bien. C'est son ex-femme, une criminelle qu'il a lui-même marquée au fer rouge des années auparavant.
Quand il prononce ces mots, ce n'est pas une menace en l'air, c'est un verdict, un jugement sans appel. Mais pour exécuter cette sentence, les mousquetaires ne vont pas se salir les mains, non. Ils font appel à quelqu'un dont c'est le métier, le bourreau de l'île. Et il se trouve que lui aussi a un compte à régler avec Milady. La scène est surréaliste. C'est un tribunal sauvage en pleine nuit. Et voilà, les derniers mots qui sont prononcés. C'est terrible, c'est final. Sur les bords de cette rivière, dans le noir, les mousquetaires franchissent une ligne rouge. Ils ne sont plus de simples soldats du roi. Là, ils se sont faits juges et bourreaux. Sauf que, on ne tue pas l'espionne préférée du cardinal sans conséquence, évidemment. D'Artagnan est arrêté et il est amené directement devant Richelieu. C'est la confrontation finale, mais cette fois, pas d'épée, juste en face à face, une bataille de volonté. Et là, face à l'homme le plus puissant de France, D'Artagnan ne baisse pas les yeux, pas du tout. Il avoue tout, cache, avec un courage qui confine à l'arrogance. Il ne s'excuse pas, non, il justifie son acte, il parle de sa propre justice. Le moment est d'une tension folle, sa vie est clairement en jeu. Et c'est là que vient le retournement de situation incroyable. Richelieu, au lieu de le faire exécuter, le récompense. Pourquoi ? Eh bien parce que Richelieu, c'est l'homme de la raison d'État. La morale, ça passe après l'efficacité. D'Artagnan a tué son meilleur agent, c'est un fait. Mais il a aussi montré une détermination et une audace incroyables. Pour le cardinal, ce n'est pas un criminel qu'il a en face de lui, c'est un atout. Un homme d'action exceptionnel. Et hop, il transforme son adversaire en allié. Et au final, c'est la grande question que pose toute cette histoire. D'Artagnan et ses amis, sont-ce des héros ou bien des justiciers qui se sont faits assassins ? Est-ce qu'ils ont servi une cause juste ou est-ce qu'ils ont simplement fait ce qu'il fallait pour survivre dans ce jeu politique sans pitié ? La beauté de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de réponse facile. Et c'est sans doute pour ça qu'elle nous fascine encore aujourd'hui.